passé qui te tourmente, ni ceux qui te rongent le cœur, toi-même, tu le sais. Mais laisse-moi te dire qu'à chaque problème, il y a toujours une solution. Tôt ou tard, ça viendra. Ne baisse pas les bras, ce n'est pas le moment. Garde toujours ta chaleur, ça ira un jour. Ninyango ekotungisayo deko tango molimo nayo etondina pasi yende azana fungola ya bomoi ye ayebi pasi nayo pendenge akobikisa yo. Ça va aller, ça va aller, tout ira mieux. Voilà, nous allons démarrer notre cérémonie. En fait, je commence par le discours de la présidente de l'association et ensuite il y aura une conférence sur la drépanocytose. C'est représenté par le docteur Niakate et nous avons aussi parmi nous le professeur Robert Giraud qui sera là, effectivement, qui va aussi prendre la parole effectivement pour animer la séance. Alors, sans plus tarder, nous passons la parole à la présidente de l'association. Messieurs, dames, bonjour. Au nom de tous les membres de l'association Espoir de Vivre, je vous souhaite la bienvenue dans cette magnifique salle qui est mise à notre disposition par la mairie de Rueil-Malmaison. Comme les 26 derniers, toujours dans le même cadre de notre engagement associatif de la lutte contre la drépanocytose. Pour nous tous aujourd'hui, il s'agira de recueillir auprès de deux éminents spécialistes de la drépanocytose, qui est le professeur Robert Giraud et le docteur Assa Niakate. Ainsi qu'auprès d'une patiente qui est très attachée à notre action, Madame Siré Balaba, qui ne va pas tarder d'ailleurs, qui est en train de venir, le plus d'informations possibles sur cette pathologie et de la partager autour de nous, en famille, au travail, à l'école, etc. Car, comme pourraient nous le confirmer les intervenants, la drépanocytose est une maladie grave, très méconnue et fort répandue à travers le monde. Par conséquent, seule la prévention, c'est-à-dire prioritairement l'information, peut contribuer à faire reculer cette maladie. C'est là la mission de notre association que je vous invite à rejoindre volontiers. Pour nous tous, il s'agit aussi d'anticiper aujourd'hui la fin de l'année 2012 et de partager ensemble un repas et la soirée en musique pour que l'optimisme et la bonne humeur nous accompagnent l'année prochaine dans notre combat au bénéfice des enfants drépanocytaires et de tous les autres orphelins, handicapés et abandonnés. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous allons passer la parole au docteur Niakate, d'abord au professeur Giraud, pour démarrer la séance. Merci beaucoup. Je remercie très vivement les organisateurs de cette manifestation de me donner la parole pour présenter la maladie drépanocytaire et contribuer au débat qui va suivre avec le docteur Assa Niakate, une
très chère amie avec laquelle nous travaillons au Centre d'information et de dépistage de la drépanocytose, elle définira cette structure dans quelques instants. Notre objectif n'est pas de faire une conférence ex cathedra, mais d'introduire une discussion entre nous. Parce que je pense que c'est certainement plus important de répondre aux questions que vous pouvez vous poser plutôt que de faire un discours officiel, académique et universitaire. Il me revient d'introduire, de présenter la communication, la conférence qui va être faite par le docteur Diakhaté. Et je voudrais prendre quelques instants pour vous dire ce qu'est la drépanocytose et l'expliquer aussi simplement qu'il est possible à ceux qui ne connaissent pas cette maladie, qui en entendent peut-être parler pour la première fois ce soir. Et je présenterai la maladie drépanocytaire de la façon suivante. Il s'agit d'une maladie du sang. Vous savez tous que quand on fait une prise de sang, on prélève un échantillon de sang à partir d'une veine et que le sang qui est recueilli dans le tube est rouge parce qu'il contient des globules rouges. Je pense que la plupart de ceux qui sont ici savent que dans le sang, il y a des globules rouges, à côté de ça, des globules blancs et d'autres types de cellules. Mais c'est les globules rouges qui nous intéressent. Et pourquoi ces globules sont-ils rouges? C'est parce qu'ils contiennent ce que l'on appelle de l'hémoglobine. Et c'est le mot clé ce soir. Beaucoup de gens, dans notre expérience avec Hassan Diakhaté, ignorent le mot hémoglobine. Eh bien, quand on s'intéresse à la drépanocytose, il faut apprendre ce mot. Pourquoi? Parce que la drépanocytose, c'est une hémoglobine particulière. La maladie drépanocytaire, c'est une maladie de l'hémoglobine, qui est donc contenue dans les globules rouges. Donc la drépanocytose, c'est une maladie de l'hémoglobine, c'est une maladie du globule rouge, et donc c'est une maladie du sang. Ça, c'est le premier point. Donc, Assa va nous expliquer dans quelques instants à quoi correspond cette hémoglobine et comment se fait-il que certaines personnes soient atteintes par la maladie drépanocytaire et d'autres ne le soient pas. Parce qu'effectivement, la maladie drépanocytaire se transmet dans les familles. Donc, c'est une maladie qui se transmet dans les familles et on dit que c'est une maladie génétique. Nous avons entendu la semaine dernière, au cours du Téléthon, parler de nombreuses maladies génétiques. On n'a pas beaucoup parlé de la drépanocytose d'ailleurs, c'est dommage, mais effectivement, la maladie drépanocytaire fait partie de ces maladies dont on a parlé la semaine dernière. Ça fait partie des maladies génétiques, c'est-à-dire que ça intéresse des familles, ça intéresse des groupes sociaux, ça intéresse des communautés, ça intéresse certains pays, et ça m'amène à donner une information sur la répartition de la maladie drépanocytaire. Il n'aura échappé à personne ce soir qu'il y a beaucoup de blacks parmi nous et quelques blancs, dont je fais partie. La maladie drépanocytaire, effectivement, est très répandue chez les Africains, dans la zone intertropicale, mais pas exclusivement. La maladie drépanocytaire est également présente dans tout le bassin méditerranéen. Autrement dit, ce n'est pas une maladie qui affecte exclusivement les populations noires. J'avais en face de moi, il y a quelques jours, une femme qui venait de Grèce du Nord, de Thessalonique exactement, qui est un pays en Grèce du Nord, qui était blonde comme les blés avec des yeux bleus. Elle est atteinte de la maladie drépanocytaire comme les Africains le sont, il n'y a aucune différence. Donc la maladie drépanocytaire intéresse les Africains dans la zone intertropicale, tout le bassin méditerranéen, il y a des Italiens, des Grecs qui sont drépanocytaires, et quand on va vers l'Est, tout le Moyen-Orient, les pays dont on parle beaucoup en ce moment, l'Irak, la Syrie, jusqu'au Pakistan, il y a beaucoup de drépanocytaires au Pakistan, des Afghans drépanocytaires et des Indiens. Il y a une drépanocytose indienne qui affecte des milliers de patients aux Indes, donc ce n'est pas réservé à l'Afrique, et ça c'est un point important. Et puis bien entendu, la maladie dans l'histoire de l'humanité s'est répandue en Europe occidentale,
Nous sommes bien en Europe occidentale aujourd'hui. En France, il y a 15 000, 12 000 à 15 000 malades drépanocytaires, blancs et noirs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Puis la maladie, ou en même temps, ou même un peu auparavant, la maladie avait diffusé en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Il y a 100 000 malades drépanocytaires aux États-Unis américains et au Brésil, qui est un pays très important de l'Amérique du Sud, comme vous savez. Il y a de très nombreux patients drépanocytaires. Donc ce n'est pas... c'est une maladie qui est présente sur tous les continents et je crois que c'est important de le savoir. Ce n'est pas réservé, ce n'est pas le stigmate d'une population particulière. Non, la maladie drépanocytaire intéresse aujourd'hui tous les continents et pas exclusivement les sujets africains. Alors je terminerai cette introduction en expliquant pourquoi on se voit ce soir. C'est que la maladie drépanocytaire est donc très répandue et pas assez connue, c'est clair. Et l'un des objectifs de ce soir, c'est que vous, comme moi, nous ressortions ayant parlé, discuté, pour que vous soyez mieux informés sur la maladie drépanocytaire, parce que c'est notre préoccupation, nous qui ici nous occupons de maladies drépanocytaires en tant que médecins ou en tant que responsables d'associations. Notre objectif, c'est de faire en sorte que cette maladie elle soit de mieux en mieux connue, qu'on sache de quoi on parle, qu'elle sorte de l'ignorance, et donc l'information est quelque chose d'extrêmement important. J'ai dit que je ne voulais pas être trop long, je l'ai probablement déjà été un peu, et je vais passer, vous m'en voudrez pas, je vais passer la parole à Sania Kété, parce que l'important ce n'est pas que je parle, ce n'est pas que Assa parle, mais c'est que vous parliez et que nous gardions le temps nécessaire pour échanger ensemble. Assa. Donc, bonjour à tous et merci aux organisateurs pour cette invitation. Donc, comme le disait le professeur Giraud, je vais vraiment assez rapidement et avec des mots assez simples essayer de reprendre avec vous qu'est-ce que la drépanocytose finalement, qu'est-ce que c'est que cette maladie. Donc, comme l'a dit monsieur Giraud, la drépanocytose c'est une maladie génétique, c'est-à-dire qu'en fait, pour qu'un enfant soit atteint de cette maladie, il faut qu'il ait hérité du gène qui a été transmis par ses parents, de l'héritage en fait. Donc, la moitié de l'héritage du père, la moitié de l'héritage de la mère. D'accord ? Donc, pour être drépanocytaire, il faut que chaque parent ait transmis, dans une partie de son héritage, le gène qui porte la maladie. Et du coup, vous comprenez que quand un parent est porteur de ce fameux gène, qui est porteur de la maladie, lui-même ne va pas exprimer la maladie. On va dire qu'il est hétérozygote, porteur sain, d'accord ? Et par contre, quand chaque parent transmet son gène S, là on va avoir des enfants qui vont être drépanocytaires homozygotes SS. Donc je ne sais pas si ça c'est des mots qui vous parlent ou pas du tout. Peut-être que je suis déjà allée un peu trop vite. Hein. Donc comme vous l'a dit monsieur Giraud, la maladie drépanocytaire c'est une maladie du globule rouge. Donc vous faites votre prise de sang, le sang est rouge parce que dedans il y a des millions de globules rouges. Et à l'intérieur de ces globules rouges, en fait, vous imaginez en fait que c'est des petits ballons. Je vais vous montrer une image qui est plus parlante tout à l'heure. Des petits ballons, en fait, qui roulent dans les vaisseaux, dans vos veines, dans les artères, etc. Et qui sont remplis de liquide. Et ce liquide, c'est l'hémoglobine. Et c'est cette hémoglobine-là qui donne la couleur rouge au sang. Mais sa vraie fonction, en fait, c'est de transporter l'oxygène dans les tissus. D'accord ? Et donc, quand vous prenez, on va dire, je sais pas, une personne au hasard, vous allez voir que cette personne, en fait, quand vous allez analyser son hémoglobine, elle va fabriquer ce qu'on appelle de l'hémoglobine A, qui est en fait l'hémoglobine classique. Et puis, dans quelques cas, les gens vont fabriquer de l'hémoglobine S. Cette hémoglobine, en fait, on en a hérité la moitié du père et la moitié de la mère via les gènes. D'accord ? À la rigueur, on pourra reprendre un peu plus tard si vraiment c'est pas clair. La drépanocytose, il faut le savoir, c'est une maladie en fait qui touche autant les filles que les garçons, parce que des fois on accueille des familles et ils nous disent oh mais c'est une famille, excusez-moi, c'est une maladie, ça touche que les filles ou ça touche que les garçons. Ben non, c'est pas vrai, parce qu'en fait c'est pas porté par les chromosomes qui donnent le sexe, qui déterminent le sexe. Donc c'est une maladie qui touche autant les filles que les garçons.
dans une famille, on peut avoir des drépanocytaires filles, des drépanocytaires garçons. Et quand on a 2 parents qui sont porteurs du gène, il y a, en théorie, un risque sur 4 d'avoir un bébé qui va être homozygote SS. Et ce risque sur 4, en fait, il va se renouveler à chaque grossesse pour le couple. Ça, c'est important aussi, parce que des fois, on accueille des familles où, en fait, ils nous disent, ben voilà, mon premier enfant a été drépanocytaire, donc les suivants ne le seront pas. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. En fait, à chaque nouvelle grossesse, on reprend tout à 0 et c'est un risque sur 4. Et à côté de ça, quand on veut voir le bon côté des choses, ben, il y a quand même 3 chances sur 4 d'avoir un enfant en bonne santé, soit parce qu'il est AA, soit parce qu'il est AS. Donc ça, c'est l'image qui est vraiment la plus parlante. Donc je vous ai parlé des globules rouges tout à l'heure, donc là on est en train de visionner un vaisseau sanguin où il y a les globules rouges qui circulent et qui vont apporter en fait de l'oxygène dans les tissus. Donc vous voyez, il y a un phénomène bizarre qui se passe, c'est qu'en fait normalement le globule rouge, il est arrondi, il a une forme de petit disque comme ça et donc il peut facilement se faufiler dans les vaisseaux sanguins. Quand on a une maladie drépanocytaire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien l'hémoglobine S, par rapport à l'hémoglobine A, elle a des propriétés différentes. C'est-à-dire que quand la personne drépanocytaire va être soumise à un stress extérieur, alors stress, ça veut tout et rien dire. Ça veut dire, par exemple, un changement de température, une forte fièvre, une déshydratation. À ce moment-là, l'hémoglobine S, qui a une certaine sensibilité, eh ben, elle va se gélifier à l'intérieur du globule rouge. Je vous ai dit tout à l'heure, les globules rouges, c'est comme des petits ballons remplis de liquide. Et bien là, le liquide, il va se gélifier. Il va se transformer comme une pâte de dentifrice, en fait. Il va durcir à l'intérieur du globule rouge. Et du coup, votre globule rouge, qui était tout rond comme un ballon, eh ben, il va durcir et il va s'allonger. Et il va prendre cette forme-là de petits croissants, de petites faucilles. Et du coup, quand vous êtes dans les grands vaisseaux, ça ne pose pas de problème. Vos globules rouges, ils arrivent quand même à avancer et à apporter l'oxygène dans les tissus. Mais dès qu'on arrive dans les petits vaisseaux, les vaisseaux au niveau des mains, au niveau des os, au niveau des organes, eh ben, c'est des vaisseaux qui deviennent de plus en plus fins. Et à ce moment-là, votre globule rouge, là, qui a changé de forme, qui est devenu plus dur que la normale, eh ben, il va se bloquer dans les vaisseaux. Et du coup, la circulation va mal se faire. Et comme la circulation se fait mal, on n'apporte pas assez d'oxygène dans les tissus. Et là, on comprend en fait tous les signes de la maladie. Quand il n'y a pas assez d'oxygène dans un tissu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a mal, parce qu'il y a de l'inflammation. Et donc ça explique pourquoi est-ce que, de temps en temps, les personnes drépanocytaires peuvent faire des crises douloureuses. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'oxygène qui va arriver au niveau de la main, au niveau du pied, au niveau de l'orteil, etc., etc. Deuxième chose, dans cette maladie, on fait de l'anémie. Alors ça veut dire quoi de l'anémie? Ça veut juste dire que la quantité des globules rouges, quand vous allez compter les globules rouges au microscope, eh bien, il y en a moins que la moyenne. D'accord? Donc ça, l'anémie, il y a plein de raisons pour faire de l'anémie. Les femmes enceintes font de l'anémie, les végétariens font de l'anémie, les gens qui manquent de fer, qui manquent de certaines vitamines font de l'anémie. Quand vous comptez, le nombre de globules rouges, la quantité d'hémoglobine est plus basse que la moyenne. Et bien chez les drépanocytaires, ils ont en fait, de façon génétique, une anémie parce que les globules rouges sont un peu plus fragiles. Vous imaginez toujours ce petit globule rouge, ce petit ballon là, qui, alors un coup il est rond, il arrive à bien se faufiler dans les vaisseaux, et puis il a subi un stress extérieur, donc la personne est un peu déshydratée, donc votre globule rouge va se falciformer, il va durcir, et puis parce qu'on va apporter les bons traitements, on va réhydrater la personne, le globule rouge va à nouveau reprendre une forme ronde. Donc le fait de changer de forme comme ça, eh ben, sur la paroi du globule rouge, ça va faire qu'il va être un peu plus fragile et donc il va se détruire plus facilement. Donc les drépanocytaires ont des globules rouges en fait qui ont une durée de vie un peu plus courte, ce qui explique qu'ils fassent de l'anémie. D'accord? Donc ça c'est le deuxième symptôme de la maladie. Et le troisième symptôme dans cette maladie, c'est que les personnes drépanocytaires, surtout les enfants d'ailleurs, ont une petite fragilité par rapport aux infections, d'accord? Alors, c'est pas des bébés, c'est pas des enfants bulles, hein. Ils peuvent aller à la crèche, ils peuvent aller, on peut les inscrire au club de sport, ils peuvent aller se balader avec n'importe qui à l'école, c'est pas ça le problème, mais juste on sait que par rapport à d'autres bébés, eh ben, il faut faire attention.
Il faut leur donner des antibiotiques pour les aider à lutter contre les infections qui peuvent être parfois graves. D'accord ? Et puis, il faut les vacciner, c'est-à-dire que par rapport à d'autres enfants, on va leur faire des vaccins supplémentaires pour les aider à lutter plus facilement contre une certaine famille de microbes. Voilà, donc en fait, là je vous ai résumé la maladie drépanocytaire chez l'enfant, c'est l'anémie, les crises douloureuses et puis la fragilité aux infections. Et ça, c'est résumé par cette petite image-là, avec ces globules rouges qui un coup arrivent à passer et un coup n'arrivent pas à passer dans les vaisseaux. Donc là, c'est juste une image fixe qui résume tout ce qu'on vient de dire. C'est une maladie héréditaire avec la particularité de cette mutation de cette hémoglobine A qui est remplacée par de l'hémoglobine S. Donc, volontairement, je n'interviens pas sur les traitements, etc. Peut-être que s'il y a des questions, on pourra y répondre avec M. Giraud, mais je ne sais pas si c'est vraiment le débat. Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'on soit d'accord sur les définitions, qu'on soit d'accord sur le fait que quand on est porteur sain, on n'est pas malade, et que par contre, quand on est malade, il y a besoin qu'il y ait une prise en charge adaptée qui soit proposée, que ce soit en pédiatrie ou en service adulte. La deuxième raison pour laquelle en fait on est venu également, c'est parce que M. Giraud et moi-même, nous travaillons en fait au Centre d'information et de dépistage de la drépanocytose. Donc c'est un centre qui est basé à Paris dans le 13e et qui a pour vocation de proposer à qui le souhaite de se faire dépister gratuitement pour connaître son statut de l'hémoglobine. Donc les gens viennent soit parce qu'ils ont entendu parler du centre via Internet ou via d'autres médias, ou parce qu'ils savent que dans la famille, il y a peut-être de la drépanocytose, mais ils n'en sont pas sûrs. Donc ils peuvent venir par ce biais-là, mais aussi par le biais du dépistage néonatal, puisque beaucoup d'entre vous savent qu'à la maternité, les bébés, on leur fait une petite prise de sang au niveau du pied, et pour les bébés dont les parents sont originaires d'une région géographique à risque, qui a été citée par M. Giraud tout à l'heure, donc